Bonsoir à tous et merci encore Nicolas, parce que c'était super intéressant comme talk sur un vrai usage en production. Donc le mien ne sera pas sur un vrai usage en production, moi je suis plutôt sur de l'expérimentation. Donc aujourd'hui on va parler d'agents LLM. On va voir ce que c'est un peu, hein. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Juste avant, petite présentation, donc moi je travaille chez Didask aujourd'hui, on fait une plateforme pédagogique. Le côté intéressant en rapport avec le sujet, c'est qu'on a une IA pédagogique qui va nous aider à rédiger les contenus. Donc concrètement, on a une chaîne de prompts et des agents LLM qui vont venir instrumenter l'interface pour créer les contenus pédagogiques selon nos méthodes. Voilà, là-bas je suis staff engineer et j'aimerais aussi remercier toute l'équipe de Didask, qui n'est pas là vu qu'ils sont à Paris, qui m'ont aidé à faire un peu cette presse et à présenter devant eux, etc. Donc petite dédicace. Ensuite, qu'est-ce que c'est un LLM? Donc les LLM, un petit historique rapidement, donc on va aller rapidement. En 2018, on a BERT qui commence avec Google, OpenAI sur GPT-1, puis ensuite en 2019, on a GPT-2 chez OpenAI, Meta les troll un peu en sortant le BART, l'homonyme de BERT. En 2020, on n'a pas grand-chose chez Google, c'était un peu un flop. Par contre, on a GPT-3 qui sort, qui reste indétrônable pendant longtemps. En 2021, OpenAI nous sort Codex, que vous connaissez peut-être, c'est Copilot en gros, donc la plupart d'entre vous l'utilisent, j'espère. En 2022, fin 2022, c'est un peu la révolution qui fait que tout le monde est là aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de ChatGPT. Concrètement, il n'y avait pas une énorme avancée, à part le fait qu'on pouvait lui parler comme dans un chat, ce qui a beaucoup changé, alors qu'avant c'était juste de la génération de texte. Et en 2023, bon là c'est carrément la folie, il y en a plein qui sont sortis. Juste Cocorico pour Mistral AI, qui est le premier LLM français et européen, du coup, open source, utilisable. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de chemin à parcourir, mais c'est une très bonne nouvelle pour la souveraineté de l'Europe et de la France. Donc à quoi ça sert les LLM? Donc en fait, les LLM, donc Large Language Model, ça sert à résumer du texte, par exemple, ça va servir à raconter des histoires, ça va nous servir aussi à traduire du texte, à corriger du texte, faire des suggestions de texte, compléter du code, qui est aussi du texte. Donc en fait, on a beaucoup de texte, et c'est un peu limitant de s'arrêter à la génération de texte. On aimerait pouvoir faire plus de choses avec les potentiels des LLM, et c'est là qu'interviennent en fait les agents LLM qui interviennent. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est un agent LLM? En gros, au lieu de générer du texte, on va lui demander de faire quelque chose. Typiquement, on va lui demander de réserver un billet de train pour Montpellier le 17 octobre, pour que je vienne au meet-up. En fait, le LLM, lui, il ne sait pas faire ça. Lui, le seul truc qu'il sait faire, c'est générer du texte. Si vous demandez ça à GPT, il va vous dire « je ne sais pas faire ». Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de nous réserver un billet de train, mais on va lui dire « pour faire cette tâche, tu as à ta disposition des actions ». Et en fait, ces actions, c'est des actions qui vont avoir une incidence sur le monde réel. Et donc GPT va pouvoir se dire « ah, je peux utiliser ces actions pour résoudre ma tâche dans son monde à lui virtuel ». Donc typiquement, si on lui demande ça, il va nous dire pour réserver le train pour Montpellier, tu vas utiliser l'action Book Train. Et c'est là qu'entrent en jeu les développeurs pour parser la réponse texte et exécuter la véritable action qui va connecter du coup notre LLM au monde réel. Ici, un appel à l'API SNCF par exemple. Donc ça nous amène aux 4 composants d'un agent LLM. Donc première chose, une tâche à résoudre, sinon il n'y a pas de but, quoi. Deuxième chose, une liste d'actions. De quelle manière je vais permettre à mon LLM d'interagir avec le monde réel. Un prompt dynamique. Donc bien sûr, la tâche à résoudre et les actions sont dans le prompt, mais cette partie dynamique du prompt sera très importante, on va y revenir. Et finalement, une boucle d'exécution qui est super basique, donc on ne va pas s'attarder dessus, mais en gros, c'est du code qui appelle le LLM et qui itère avec le prompt. Donc, le prompt, comme vous l'aurez compris, en Generative AI, GenAI, c'est le truc le plus important. C'est là que va se concentrer toute l'engineering, toute la compétence. Donc, bien sûr, pour un agent LLM, c'est ce qui est aussi le plus important. Moi, je distingue plusieurs types de blocs à l'intérieur d'un prompt pour un agent LLM. Donc, je le découpe en blocs d'instructions qui vont contenir en fait l'explication de la tâche à résoudre et des directives pour y parvenir. Comment tu vas résoudre cette tâche, comment j'aimerais que tu résoudes cette tâche. Un bloc d'action, qui est la liste des actions disponibles pour résoudre la tâche, et finalement un bloc de feedback, qui lui va être un bloc dynamique. Donc c'est là qu'en fait réside le cœur du fonctionnement d'un agent LLM. Dans ce bloc de feedback, on va mettre le résultat des actions effectuées. L'agent LLM exécute des actions, et on lui inclut le résultat de ces actions à l'intérieur de son prompt, pour qu'il puisse comprendre, en quelque sorte, ce qu'il a fait. Un exemple d'un prompt, ici j'ai un prompt donc, très basique, avec un bloc d'instructions, récupérer 3 fruits, un bloc de feedback, les fruits que j'ai déjà dans mon panier, et des actions, une action getFruit et une action down pour dire que j'ai fini mon travail.
Comment ça va fonctionner? Donc, le premier prompt se compose ainsi. Donc, dans la partie, dans le bloc de feedback, on a un seul fruit. On donne tout ça au LLM, et en output, il va nous donner en réponse, qu'est-ce qu'il faut pour avancer? Il faut que je récupère un fruit. Donc, je récupère mon deuxième fruit, une cerise. On va venir modifier notre prompt, et dans le bloc de feedback, on va ajouter le résultat de ces dernières actions. On vient d'ajouter un fruit. Donc maintenant, dans mon panier, j'ai 2 fruits. On redonne tout ça au LLM, il comprend qu'il n'a que 2 fruits au lieu de 3, on repasse dans le tour de boucle, il nous demande un troisième fruit, on ajoute le fruit dans le panier, on redonne l'ensemble du prompt au LLM, il comprend qu'il a 3 fruits, et donc il dit « c'est bon, j'ai fini de faire mon action ». Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement d'un agent LLM, c'est de pouvoir itérer sur une tâche en lui incluant le résultat de son action dans son prompt, et à la fin, il faut qu'il puisse comprendre que la tâche est finie. Donc, ça, c'était très théorique. Moi, j'ai envie de vous présenter un exemple un peu concret aujourd'hui. Donc, j'ai fait quelques exemples du très sexy au ultra sexy. Donc, celui-là, c'est très sexy. C'est un agent LLM qui corrige vos bugs. Donc, il y a beaucoup de développeurs, j'ai l'impression, dans cette salle, donc ça va vous plaire. Donc, les bugs, on fait tout ça, c'est la moitié de notre travail, disons. Donc, comment ça se passe pour corriger un bug? Donc, le processus qu'on fait tous, c'est d'abord... On va lire le message d'erreur, enfin j'espère que vous faites ça. Ensuite, on va lire la stack trace, donc l'ensemble des fonctions qui sont incluses dans l'erreur. Et ensuite, on va souvent lire la call trace, qui est en fait toutes les fonctions qui ont été appelées depuis le début de la requête d'API, par exemple, jusqu'à l'exception. Puis une fois qu'on a toutes ces infos dans notre tête, on va essayer de comprendre le bug. Qu'est-ce qui a causé mon bug? Et une fois qu'on a compris, on va le corriger. Donc ici, en fait, on voit, pour moi, il y a 2 étapes. Il y a une étape de recherche, et ensuite, il y a une étape d'analyse. Quand on développe des agents LLM, c'est comme quand on développe des programmes, c'est bien de découper son code, et donc ici, de découper ces agents LLM. Et donc ici, on va en faire 2. Alors, petit bonus, ça fonctionne avec un seul agent LLM et un seul prompt, mais c'est moins performant, moins maintenable. Enfin bref, vous connaissez un peu la chanson, c'est comme des fonctions. Donc on va un peu voir ce qu'on a dans nos 2 agents. Le premier agent, je l'ai appelé Walk Call Stack Agent. Donc cet agent, en fait, son but, ça va être de récupérer toutes les fonctions qui ont été impliquées dans le bug, le code de ces fonctions. Donc c'est l'étape de recherche, en fait. Comment ça fonctionne? En entrée, je vais lui donner une stack trace, et lui, en sortie, il va me donner le code de toutes les fonctions qui sont impliquées, et uniquement le code de ces fonctions. Donc, première chose, le prompt, enfin c'est surtout le plus important, on va parler du prompt. Donc dans mon prompt, alors je vais le lire parce que peut-être que tout le monde ne lit pas, donc tu es un excellent développeur cherchant à lire le code de fonction. Alors j'ai remarqué, on a remarqué chez Didask que quand tu flattes le LLM, il donne de meilleurs résultats, donc en lui disant que c'est un excellent développeur, il fait des meilleurs résultats que si tu lui dis que tu es juste un développeur ou tu es un mauvais développeur. Ensuite, désolé, ton objectif est de récupérer le code de chaque fonction utilisateur appelée à partir de la première fonction référencée par cette stack trace. Ici, je mets la stack trace, c'est un template simple, voilà, comme n'importe quel moteur de template. Pour chaque fonction utilisateur, note le nom de chaque fonction appelée et lis le code de ces fonctions. Vérifie les appels à require dans les fonctions utilisateurs pour savoir quel fichier tu dois lire. On fait du JavaScript ici, enfin du TypeScript. Tu peux demander à lire plusieurs fonctions à la fois. Donc ici, j'ai mon bloc d'instructions. Je lui dis ce qu'il doit réaliser comme tâche et je lui dis comment j'aimerais qu'il la réalise. Ensuite, j'ai un bloc de feedback, très simple. Tu as déjà le code des fonctions utilisateurs suivantes. Ici, j'insère le code de mes fonctions. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, ce que j'insère, ça ressemble à ça. En gros, je donne le code de la fonction, je dis dans quel fichier elle est mise et le nom de la fonction. Je mets des backticks avec JS, il comprend mieux le code quand on utilise ce format Markdown. Tout ça, c'est des astuces de prompt engineering, on pourrait y revenir plus tard si vous voulez. Et finalement, j'ai un bloc d'actions. Donc voilà, je lui donne les actions qu'il peut réaliser. Donc moi, j'ai 2 actions. J'ai une action read function et une action done. Alors pour ceux pour qui le XML, ça pique les yeux, pareil, le LLM comprend mieux le XML que le JSON. Donc voilà, c'est pour ça que je fais du XML, même si ça fait longtemps. Donc il peut faire une action read function, il va donner le chemin d'un fichier, le nom de la fonction, et moi, je vais devoir coder quelque chose qui lui renvoie le code de cette fonction de cette manière. Donc, maintenant, le code, ça va être très rapide, vous inquiétez pas, le code est vraiment super simple, donc il n'y a pas besoin d'en passer des années. Donc là, c'est un peu petit, donc du coup, je vais expliquer. Première étape, on initialise le LLM. Moi, j'utilise LangChain pour initialiser les modèles et pour formater les prompts. Super pratique.
Deuxième étape, on déclare le template de prompt. Donc on a le template et les variables qu'on va venir injecter dedans. Donc ici, on va injecter la stack trace et la liste des fonctions utilisateurs déjà lues par le LLM. On va garder en mémoire deux variables, les stack trace et les fonctions. Et ensuite, on va rentrer dans la fonction run. Donc c'est la boucle d'exécution du LLM, c'est la boucle principale. Pareil, franchement, c'est super simple, ça me fait même honte de vous l'expliquer, mais je vais quand même le faire. Donc ici, j'ai le prompt, je le formate avec les variables. Donc à chaque tour de boucle, en fait, je vais avoir de plus en plus de fonctions dans le tableau user function. Donc à chaque tour de boucle, le prompt va changer, c'est pour ça qu'on le reformate à chaque fois. On appelle le LLM avec du texte, ça nous renvoie du texte. Hein, le LLM, c'est que du texte. On va parser ce texte. On va parser ce texte. La fonction de parsing, je vous l'épargne, c'est des regex pour du XML, donc c'est un peu sale, mais c'est ChatGPT qui l'a généré pour moi. Et finalement, pour chaque action, on va l'exécuter. Et on va renvoyer un booléen pour finir la boucle si on a fini d'exécuter notre agent. Là, c'est la méthode executeAction. Pareil, je vous la montre, mais c'est un peu honte, c'est tellement simple, c'est juste un switch. Si c'est readFunction, je lis le code de la fonction. Donc il y a une fonction un peu mystérieuse, là, getFunctionCode with require. Je l'ai fait générer par ChatGPT, donc je ne vais pas vous la montrer. En gros, ça parcourt la ST JavaScript et ça lit le code d'une fonction et ça le retourne. Et ensuite, le code qu'on vient de lire, on va le pousser dans le tableau des fonctions qu'on a déjà lues pour l'injecter dans le prompt à chaque fois. Et quand c'est fini, on dit que c'est fini. Voilà, super simple. Comment ça fonctionne l'exécution? Donc on va y aller pas à pas. Vous allez voir, il n'y a pas 1000 tours de boucle, hein, il y en a 4. Donc premier tour, le tour 1, ou le tour 0 pour les intimes. Donc au premier tour, dans le prompt, on a juste la stack trace. Donc dans la stack trace, il y a deux informations importantes que le LLM va comprendre tout seul. Je ne lui dis même pas, il va comprendre que j'ai une fonction createTask dans le fichier app.js. Et donc lui, il va se dire, il faudrait que je lise cette fonction. Et donc il va me demander de lire la fonction createTask dans le fichier app.js avec l'action. Et moi derrière, je vais exécuter le code qui va lire la fonction et je lui ajoute dans son tableau. Deuxième tour, j'ai le code de la fonction createTask. Et du coup, ce code a été intégré dans le prompt, dans le bloc de feedback du prompt. Donc le LLM, quand il passe, il voit qu'il a le code d'une fonction, et du coup, il se dit, il faut que je lise le code de toutes les fonctions qui sont appelées depuis cette fonction, mais uniquement les fonctions de l'utilisateur. Il ne va pas aller lire les fonctions de Node.js, par exemple, parce qu'il est malin. Donc dans cette fonction, pareil, il la lit, il voit j'ai verifyTask et addTask, et en plus, il arrive à voir que cette fonction, elles ont été importées depuis d'autres fichiers, depuis le fichier verify.js, et le fichier database.js. Super, il se dit, en fait, donne-moi le code de ces fonctions, je veux les lire. Donc voilà, il me demande, j'exécute, je lis le code de ces fonctions, enfin mon code s'exécute, je rajoute ces deux fonctions dans mon tableau de fonctions. Là, dans mon prompt, on a la fonction createTask, la fonction verifyTask et la fonction addTask. Il se trouve que dans addTask, il y a d'autres fonctions utilisateurs. Pareil, il va me demander, s'il te plaît Adrien, tu peux me les lire, enfin le code d'Adrien peut me les lire, et du coup, on va lire les fonctions et les ajouter dans la liste des fonctions qu'il a lues. Dernière étape, il a lu le code de toutes les fonctions. Et en fait, en repassant sur le prompt, il se dit, il n'y a aucune autre fonction utilisateur. Donc en fait, mon travail est fini. Et là, il s'arrête. Et c'est la fin de notre premier agent qui va nous donner, du coup, en sortie, la liste de toutes les fonctions qui ont été impliquées dans la call stack de notre bug, depuis une simple stack trace. Deuxième partie, beaucoup plus simple, vous allez voir, c'est même pas un vrai agent en vrai. On va corriger le bug. Donc on avait la stack trace qui passe dans le premier agent qui nous donne la liste de toutes les fonctions utilisateurs. Notre deuxième agent, on va lui donner la stack trace et les fonctions utilisateurs. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous expliquer le bug et en plus, il va le corriger, tellement il est bon. Le prompt, encore une fois, on va le flatter un peu. Tu es un excellent développeur, blablabla. Voilà le message d'erreur ainsi que la stack trace. Puis là, on va lui donner des explications un peu précises sur comment j'aimerais qu'il corrige le bug. En fait, quand vous écrivez un prompt, il faut considérer l'agent LLM, le LLM en général, comme un stagiaire qui ne connaît rien, première année. Donc, il faut lui expliquer, pour corriger un bug, tu dois donner une brève explication du bug. Tu dois également fournir une solution pour corriger le bug, essayer de corriger le bug au plus tôt dans la call stack. Tu n'as pas le code complet du fichier, donc tu dois faire des hypothèses. Tu dois peut-être modifier des fonctions dans différents fichiers pour corriger le bug. Ça paraît un peu débile comme ça, mais en fait, si je ne lui donne pas ces instructions, des fois, il n'y arrive pas. Donc, c'est vraiment le stagiaire de première année. Et finalement, le code des fonctions, de toutes les fonctions qui ont été lues par le premier agent. Donc tout ça, ça part dans le prompt du LLM, et il va être capable... Ah, désolé. Le bloc d'action. En fait, le bloc d'action ici va être très simple. On n'aura pas de bloc de feedback, simplement un bloc d'action. Donc une première action où on va lui dire pour expliquer le bug, et une action de correction qu'il va pouvoir utiliser une ou plusieurs fois, où il va indiquer le chemin du fichier,
le nom d'une fonction et le code à remplacer pour cette fonction. Donc c'était avec ça, bien sûr. Donc le code de l'agent, encore une fois, très simple, encore plus simple. Donc voilà, on formate notre prompt, on appelle le LLM, on extrait les actions et on les exécute. Et les exécuter, ça veut dire, si c'est l'explication, on la log, console log, voilà, super simple. Et si c'est la correction, on va remplacer le code d'une fonction. Pareil ici, c'est ChatGPT qui m'a généré cette fonction, ça parcourt la ST de JavaScript, ça remplace tout le code d'une fonction par un nouveau code. Donc super simple. Donc qu'est-ce que ça donne comme résultat ici? Donc je ne l'ai pas lancé devant vous, parce que les live démos c'est un peu compliqué, mais je vous mets le résultat. En fait, il m'a renvoyé deux actions. Première action, l'explication du bug. Donc je ne vais pas la lire maintenant, on va plutôt la lire ici pour comprendre où était ce fameux bug. En fait, le bug, il était ici. On essaye d'accéder à la propriété ID de metadata. Et en fait, il se trouve que metadata n'est pas défini, en fait, parce que la fonction addTask, elle va ajouter l'ID et elle va le pousser dans le tableau de tâches, mais elle ne va pas renvoyer la tâche elle ne va pas renvoyer l'objet sur lequel on a rajouté un ID, elle va renvoyer l'objet passé en paramètre depuis le début. Donc bref, là, on va avoir une erreur, c'est pour ça qu'on a cette erreur ID undefined. La deuxième action, c'est une action de correction. Donc là, mon agent me donne le code nécessaire pour corriger mon bug. En fait, il me dit quoi? Il me dit, en fait, tu déclares ta tâche avec les métadonnées à l'intérieur. Ensuite, tu pousses cette tâche, et puis ensuite, surtout, tu la retournes à ta fonction applant. Comme ça, la fonction applant contient aussi l'ID de la tâche. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a réussi à corriger mon bug. Pour ceux qui ne me croient pas sur parole, et vous ne devriez peut-être pas, le code est disponible sur GitHub. Donc vous pouvez le télécharger, le lancer. C'est la première version que j'ai faite avec un seul prompt qui contient les deux agents. Ça marche aussi, c'est juste moins performant, mais ça fonctionne aussi très bien. Donc voilà, il faut juste une clé OpenAI et vous pouvez l'utiliser. Voilà, pas plus de choses pour ce premier aperçu de ce qu'on peut faire avec des agents LLM. J'espère que ça vous a donné plein d'idées. En tout cas, moi j'en ai plein, on pourra en discuter si vous voulez après. Quelques liens, donc Dida, si vous voulez voir un peu ce qu'on fait au niveau de l'IA générative. Une publication que j'ai lancée avec un ami où j'écris sur justement les agents LLM. Et j'ai une veille technologique qui est aussi beaucoup alimentée d'ailleurs par Pierre de Flint sur tout ce qui se passe au niveau AI ces derniers mois. Et voilà, merci à tous. Si vous avez des questions, on peut les voir après. Alors je répète la question de Jean qui dit que vu que le modèle, je lui dis de faire des suppositions, parce que je ne lui donne pas tout le code, est-ce qu'à des moments, il fait des hallucinations, par exemple, me donnant des méthodes qui n'existent pas ou des choses fausses? En fait, je lui dis qu'il n'a pas tout le code, parce qu'il n'a pas tout le code, il n'a pas tous les fichiers de code, comme moi, le développeur, je pourrais lire un fichier en entier. Je vais juste lui donner une chaîne de fonctions. Toutes les fonctions appelées dans cette action d'API sont données au LLM. Si je ne lui donne pas tout le code, c'est parce qu'il y a quelque chose de très important qui s'appelle la fenêtre de contexte. C'est les limitations en fait de combien de caractères on peut mettre dans un prompt. Ça se compte en tokens, donc c'est un peu chiant, mais en gros, on peut dire qu'un token, c'est 3 caractères. GPT-4, la limite, c'est 8000, donc ça fait 24 000 caractères. Donc on ne peut pas mettre tout son code dedans, donc il faut faire des choix. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé d'aller chercher le code de chaque fonction. Cette limitation, en fait, elle vient de quelque chose de très physique. C'est que le prompt, en fait, il va être vectorisé, donc je ne vais pas entrer dans les détails, et il va être chargé dans la mémoire du GPU avec le modèle. Et du coup, il y a une limite à ce qu'on peut charger dans la mémoire d'une carte graphique pour générer du coup le texte qui va suivre. Et donc, en fait, pour répondre à ta question, alors il peut toujours halluciner, mais en fait, là, je lui demande de corriger un bug, donc je ne lui demande pas d'essayer d'écrire des fonctions, des choses comme ça. Sur les essais que j'ai faits, je n'ai pas vraiment eu ce genre de problème. Mais après, oui, sur des bases de code plus élevées, ça peut arriver. Sur les prompts qui sont plus longs, ça peut arriver. Plus le prompt est long, plus il y a des risques d'hallucination. Après, voilà, il y a tout un ensemble de techniques qui est aussi possible d'appliquer pour réduire ces hallucinations quand tu les vois arriver dans ton programme. D'autres questions? Oui? Est-ce que tu as testé d'autres modèles que GPT-20 ? Ouais, alors ouais. J'ai testé déjà GPT 3.5. Alors pour les tâches très simples, extraire du texte, ça va. Je l'utilise surtout parce que sa fenêtre de contexte est 2 fois celle de GPT-4 et que son prix est 10 fois moins cher. Donc je l'utilise pour résumer du texte, extraire des images d'une page web, des choses comme ça. Et pour tout ce qui concerne la réflexion, GPT-4, c'est vraiment le meilleur. Il n'y a même pas de benchmark à faire, quoi. J'ai testé Llama 2 aussi.
C'était déplorable, il n'était même pas capable de me retourner mes actions au format XML. Je n'ai pas testé Mistral AI, mais honnêtement, je pense que OpenAI a une avance qui va être difficile de rattraper là. Ça va se faire, hein, mais pour l'instant, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'ils étaient les premiers. Ensuite, ils ont eu les données avec ChatGPT. Donc, ils ont eu des millions et des millions de conversations qu'ils ont pu ensuite utiliser pour faire du fine-tuning avec des humains sur ces conversations. Puis ils ont aussi fait du fine-tuning sur du code, avec toute leur expérience qu'ils ont eue sur Codex aussi, Copilot. Enfin voilà, tous ceux qui utilisent Copilot, sachez que ça permet à OpenAI de conserver son avance. Donc aujourd'hui, c'est difficile à estimer, mais ils ont dépensé une somme d'argent monstrueuse dans cette partie fine-tuning du modèle déjà entraîné, et ce qui fait qu'il n'y a aucun des modèles open source qui leur arrive à la cheville, et c'est de loin en fait. C'est vraiment GPT-4 est de loin le meilleur. Donc je m'embête même pas, je fais que du GPT-4, quoi. Ouais, alors c'est vrai que les coûts de GPT-4 sont assez chers. En fait, je pense qu'il faut remettre toujours les choses dans leur contexte, et quand on donne des chiffres, il faut les comparer à autre chose en fait. Et du coup, vu qu'on est des développeurs et que là, par exemple, moi, ce que j'essaye de faire, c'est remplacer une partie de mon travail de développeur que je trouve rébarbative. Le coût, il faut le comparer avec le coût de mon salaire. Et donc, en fait, aujourd'hui, le coût d'un développeur est largement supérieur au coût qu'on pourrait gagner en utilisant des IA comme ça pour nous assister dans notre travail. Enfin, un copilote, ça coûte 20 €, je crois. Même si nous faisait payer au vrai prix, qui est à peu près 10, le vrai prix de copilote, ce serait plus entre 20 et 30 $, le prix que ça leur coûte à GitHub. Même si c'était 20 ou 30 $, je paierais. Même si c'était 100 €, je paierais copilote. Parce qu'en fait, copilote me fait gagner tellement de temps qu'à la fin, c'est rentable. Si c'est mon entreprise et que j'ai mes salariés, je leur dis, écoutez, tout le monde utilise Copilote, même si c'est 100 $, vous l'utilisez parce que vous allez gagner en productivité, ça va être monstre. Donc c'est cher, mais appliqué au monde des développeurs, plus on va réussir à développer des agents comme ça qui vont nous aider sur des tâches. Là, j'ai montré une résolution de bug. J'ai un autre POC sur GitHub, vous pouvez aller voir. C'est un agent qui écrit la documentation d'une API, puis ensuite les tests fonctionnels en fonction de la documentation qu'il a générée. Donc voilà, c'est des tâches comme ça qui vont être capables de faire, des tâches de refactoring. Et clairement, c'est du temps. Et en fait, le coût du prompt, le coût de l'API d'OpenAI est moindre qu'en fait le coût d'un développeur. En gros, je vais être assez rapide. En gros, la façon de créer des contenus pédagogiques dans Didask, on va prendre un concept et on va le décliner en sous-concepts qu'on appelle des granules. Chaque granule, c'est une unité de savoir à connaître. Il y a beaucoup de types de granules différentes. Ça peut être des choses avec des choix multiples, ça peut être des vidéos, ça peut être du texte, des dialogues, etc. Et en gros, en fait, les gens qui créent des formations, nos clients, ils vont pouvoir déposer par exemple un PDF. Par exemple, ils ont tout un PDF qui parle des risques de corruption dans le milieu de la finance ou de lobbying, je ne sais pas quoi. Ils vont mettre leur PDF et nous, on va découper ce PDF en modules et chaque module, on va pouvoir créer ces granules, donc les éléments pédagogiques les plus petits. Et du coup, ça va leur permettre de gagner énormément de temps. En gros, depuis que l'IA a été mise en place, donc nous, chez Didask, on crée aussi des formations pour nos clients. Depuis que l'IA a été mise en place, on a multiplié par 2 le nombre de formations qu'on arrive à créer pour nos clients sans que la taille de l'équipe bouge. Donc c'est quand même un gain de temps qui est vraiment énorme, quoi. Ça répond à ta question ? Ouais. Ok. D'autres questions? Sinon je vois qu'on me fait des signes en mode le buffet, l'apéro. Merci.